Les razzias en Méditerranée au Moyen-Âge, un chapitre sanglant est très souvent mis de côté lorsqu'on évoque l'histoire médiévale. Pourtant, pendant plusieurs siècles, les côtes méditerranéennes ont été le théâtre d'attaques violentes menées par des pirates barbaresques et corsaires, visant à capturer des esclaves, à piller des richesses et à déstabiliser les puissances chrétiennes et musulmanes de l'époque. Ces razzias, bien plus que de simples actes de piraterie, ont eu un impact profond sur les sociétés méditerranéennes, modifiant leur structure économique, sociale et même démographique. Au-delà de la terreur qu'elles ont inspirée, ces incursions ont aussi donné naissance à des destins incroyables. Certains captifs, arrachés à leur vie paisible, ont su transformer leur tragédie en opportunité, atteignant des sommets de pouvoir et d'influence, comme le fameux Scipione et Cicala, devenu vizir sous le nom d'Ibrahim Pacha, ou bien encore la jeune Corse Dabia, qui devint quant à elle sultane. Dans cette vidéo, nous allons donc plonger dans une histoire complexe, celle des razzias, pour mieux comprendre les dynamiques du Moyen-Âge méditerranéen et découvrir comment ces captifs ont réussi à façonner leur propre légende. Bon visionnage. Les razzias méditerranéennes sont une série d'attaques et de pillages qui ont eu lieu tout au long de l'histoire dans la région méditerranéenne. Ces incursions menées principalement par des pirates et des corsaires ont été motivées par un mélange complexe de facteurs économiques, politiques, religieux et sociaux. Elles ont marqué l'histoire des peuples riverains de la Méditerranée, que ce soit en Europe, en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient. Les razzias en Méditerranée remontent à l'Antiquité, où les puissances maritimes comme les Phéniciens, les Grecs et les Romains menaient déjà des raids pour des raisons économiques et stratégiques. Cependant, c'est surtout à partir du Moyen-Âge que le phénomène prend une ampleur significative, en particulier avec l'émergence des corsaires et des pirates barbaresques, dont les activités s'étendent du XIVe au XIXe siècle. Les barbaresques non donnés aux corsaires opérant depuis les côtes de l'Afrique du Nord, notamment depuis les ports d'Alger, de Tunis et de Tripoli, sont parmi les acteurs les plus emblématiques de ces razzias. Ces corsaires, souvent financés par les autorités locales ou par l'Empire ottoman, effectuaient des raids sur les navires marchands et les côtes européennes pour capturer des esclaves, voler des marchandises et obtenir des rançons. Les corsaires européens, tels que les chevaliers de Malte ou les corsaires français, répondaient souvent en menant leurs propres attaques, créant un cycle de violence qui alimentait la dynamique des razzias. Les raisons économiques sont sans doute les plus importantes parmi les motivations des razzias méditerranéennes. La capture de marchandises et d'esclaves offrait des gains immédiats et significatifs pour ceux qui menaient ces raids. Ces razzias étaient souvent organisés par des États ou des groupes cherchant à s'enrichir rapidement, en particulier dans des périodes de crise économique ou de faiblesse politique. Le commerce des esclaves était ainsi une composante majeure des razzias méditerranéennes. Des milliers d'Européens furent ainsi capturés par les pirates barbaresques et vendus comme esclaves en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient. Inversement, des musulmans furent capturés par les corsaires chrétiens et vendus comme esclaves en Europe. Cette économie de l'esclavage, qui prospéra pendant des siècles, nourrissait les conflits maritimes et contribuait à maintenir une instabilité chronique dans la région. Les razzias permettaient également de piller des richesses sous forme de trésors, de bétail ou de biens mobiliers, contribuant à l'enrichissement rapide des corsaires et pirates. Ces attaques étaient souvent financées ou soutenues par des autorités locales qui profitaient de ces gains pour renforcer leur pouvoir ou pour compenser des manques dans les revenus fiscaux. Sur le plan politique, les razzias étaient souvent un moyen pour les États ou les dirigeants locaux d'affirmer leur pouvoir et d'étendre leur influence. Pour l'Empire ottoman par exemple, les corsaires barbaresques représentaient une arme stratégique dans la guerre contre les puissances chrétiennes de la Méditerranée, notamment l'Espagne et les États italiens. Les razzias permettaient d'affaiblir économiquement et militairement ses rivaux tout en renforçant la présence ottomane dans la région. En réponse, des royaumes chrétiens comme l'Espagne et la France où les États pontificaux employaient leurs propres corsaires pour mener des contre-razzias, capturer des esclaves musulmans et piller les côtes d'Afrique du Nord. Cela créait une dynamique de guerre asymétrique où chaque camp essayait d'épuiser l'autre par des attaques rapides et destructrices. De plus, certaines razzias servaient des objectifs purement géopolitiques. Les pirates et corsaires pouvaient ainsi servir d'instruments pour des guerres par procuration, les grandes puissances se servant de ces forces irrégulières pour affaiblir leurs ennemis sans engager directement leur armée. Cela permettait d'éviter des conflits à grande échelle tout en maintenant une pression constante sur les rivaux. Les razzias méditerranéennes étaient également imprégnées de motivations religieuses. La Méditerranée étant le théâtre d'une confrontation millénaire
entre l'islam et la chrétienté. Ces raids s'inscrivaient souvent dans un contexte de guerre sainte. Pour les corsaires barbaresques, les razzias étaient vus comme une forme de djihad maritime, une lutte contre les infidèles chrétiens. De l'autre côté, les corsaires chrétiens justifiaient souvent leur attaque contre les musulmans par des raisons religieuses, se voyant comme des défenseurs de la foi chrétienne contre l'islam. Cette dimension religieuse ne faisait qu'exacerber la violence des razzias. Les prisonniers capturés lors de ces raids étaient souvent traités avec une extrême cruauté, en partie à cause de la haine religieuse qui sous-tendait ces conflits. Les esclaves européens capturés par les barbaresques étaient forcés de se convertir à l'islam ou de subir des conditions de vie inhumaines, tandis que les musulmans capturés par les chrétiens étaient également soumis à des mauvais traitements et des tentatives de conversion forcée. Les razzias, ou incursions violentes, visant à piller des ressources et capturer des populations, ont marqué l'histoire de nombreuses civilisations, de l'Antiquité au Moyen-Âge et au-delà. Ces raids étaient généralement menés par des groupes armés qui utilisaient une combinaison de tactiques militaires, d'intimidation et d'opportunisme pour atteindre leurs objectifs. Les techniques et cibles des razzias variaient en fonction des régions, des époques et des motivations sous-jacentes, qu'elles soient économiques, politiques ou religieuses. L'une des premières techniques utilisées lors des razzias était l'attaque surprise. En effet, pour maximiser leurs chances de succès, les agresseurs préféraient frapper rapidement et sans prévenir. Cela permettait de déstabiliser leurs cibles, souvent des villages ou des caravanes marchandes, en les prenant au dépourvu. Les razzieurs agissaient de manière furtive, en choisissant des moments où la vigilance de leurs victimes était relâchée, comme la nuit ou pendant des périodes de festivités. Ce procédé augmentait l'efficacité de leur action et réduisait les risques de résistance organisée. L'élément de surprise était essentiel pour garantir un butin conséquent avec un minimum de pertes du côté des assaillants. Une autre technique courante des razzias était la rapidité des opérations. Les forces qui menaient ces incursions se déplaçaient souvent à cheval ou utilisaient des moyens de transport rapides, comme les chameaux, dans les régions désertiques. Cela permettait non seulement de frapper vite, mais aussi de se replier rapidement avant l'arrivée de renforts adverses. Les cavaliers en particulier pouvaient s'engager dans des raids éclairs, harceler l'ennemi et disparaître avant que celui-ci ait le temps de s'organiser. La mobilité était donc une arme décisive, particulièrement dans des zones vastes et ouvertes comme les steppes d'Asie centrale ou les déserts du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Parmi les cibles principales des razzias figuraient les ressources matérielles, telles que le bétail, les récoltes et les objets de valeur. Le pillage de bétail était fréquent car les animaux représentaient non seulement une source immédiate de nourriture, mais aussi une richesse symbolique et pratique. Dans les sociétés agraires, attaquer les récoltes ou les greniers permettait de déstabiliser les communautés visées en leur retirant leur principal moyen de subsistance. De même, les caravanes commerciales qui transportaient des marchandises précieuses, comme les épices, les textiles ou les métaux précieux, étaient des cibles privilégiées, notamment dans les régions traversées par des routes commerciales importantes, comme la route de la soie. Les razzias ne visaient pas seulement les biens matériels, mais aussi les populations humaines. Le fait de capturer des hommes, des femmes et des enfants pour les réduire en esclavage était une motivation clé. Les prisonniers étaient souvent revendus sur les marchés d'esclaves, intégrés dans les sociétés des vainqueurs ou échangés contre des rançons. Dans certaines régions, comme l'Afrique du Nord ou les côtes méditerranéennes, les razzias étaient presque exclusivement destinés à la capture d'esclaves, alimentant un commerce florissant qui traversait les frontières culturelles et religieuses. Ce type de razzia était particulièrement courant dans les territoires musulmans et chrétiens en contact régulier au cours des périodes médiévales et modernes. La dimension religieuse et idéologique a également influencé les cibles des razzias. Pendant les conflits entre chrétiens et musulmans, par exemple, les razzias prenaient souvent un caractère de guerre sainte. Les croisés en Terre Sainte, ou les Almoravides en Espagne, considéraient que leurs attaques contre les infidèles étaient justifiées par la religion. La razzia devenait alors un instrument non seulement de survie économique, mais aussi d'affirmation idéologique. Cependant, il est important de noter que même dans ces contextes religieux, les motivations matérielles restaient souvent prédominantes. La religion servait à légitimer des actions qui visaient avant tout à s'enrichir et à affaiblir l'ennemi. Au Moyen-Âge, la Méditerranée était une zone de contact entre différentes civilisations et religions, où se croisaient des routes commerciales, mais aussi des ambitions militaires et religieuses. Parmi les conséquences de ces interactions, les razzias étaient fréquentes, notamment entre les mondes chrétiens et musulmans. Une des réalités les plus marquantes de ces razzias était la capture de personnes destinées à être réduites en esclavage.
Les captifs de razzia vivaient des expériences variées en fonction de leur lieu de détention, de leur statut social, de leur religion et des circonstances politiques de l'époque. Leur trajectoire pouvait aller de l'esclavage brutal à l'espoir d'affranchissement. L'esclavage, pour les captifs de razzia, débutait généralement par une capture violente. Les esclaves pouvaient être des soldats faits prisonniers lors des conflits militaires ou des civils enlevés lors d'attaques de villages, de navires ou de caravanes. Ces captifs étaient ensuite conduits dans des marchés d'esclaves, souvent situés dans des ports méditerranéens tels qu'Alger, Tunis ou encore Valence, où ils étaient vendus comme des marchandises. Les esclaves étaient répartis selon leur âge, leur sexe et leurs compétences, certains étant destinés aux travaux domestiques, d'autres aux travaux agricoles ou encore à des tâches plus spécifiques comme la navigation ou l'artisanat. La vie quotidienne des captifs en Méditerranée médiévale dépendait largement du maître qui les avait achetés et du lieu où ils étaient envoyés. Beaucoup étaient utilisés comme main-d'œuvre domestique ou agricole. Dans les grandes demeures, les esclaves de maison s'occupaient de la cuisine, du nettoyage, du soin des enfants et parfois même de l'administration de la propriété de leur maître. Dans les champs, ils travaillaient la terre, souvent dans des conditions particulièrement dures. Certains captifs, en particulier les hommes, pouvaient être contraints de ramer sur les galères, une forme d'esclavage extrêmement éprouvante qui les condamnait à une vie de dur labeur sur les navires de guerre ou de commerce. Les captifs de razzia n'étaient pas seulement des esclaves sans droit, leur statut variait selon leur origine et leurs compétences. Un esclave qualifié, comme un artisan ou un commerçant, pouvait jouir d'une certaine liberté dans l'exercice de son métier, à condition de reverser une partie de ses gains à son maître. Dans certains cas, les captifs très instruits, notamment ceux parlant plusieurs langues ou ayant des compétences en administration ou en sciences, pouvaient être employés à des postes d'une certaine importance dans la gestion des affaires du maître ou dans la diplomatie. Ce type d'esclavage n'était pas rare dans les centres culturels et commerciaux méditerranéens, où la nécessité d'interagir avec diverses cultures augmentait la valeur des captifs polyglottes et instruits. La religion jouait un rôle central dans la vie des captifs. Ces derniers, surtout les chrétiens en terre d'islam, et les captifs musulmans en terre chrétienne, étaient souvent soumis à des pressions pour se convertir à la foi de leur maître. Une conversion au christianisme ou à l'islam pouvait améliorer la condition du captif, voire lui offrir la possibilité d'être affranchi. Toutefois, les conversions n'étaient pas seulement motivées par le désir de liberté, elles pouvaient aussi découler d'un véritable changement de croyance sous l'influence de la culture ambiante. Cependant, même les convertis ne se voyaient pas automatiquement octroyer la liberté et restaient souvent sous la dépendance de leurs anciens maîtres. L'affranchissement était une réalité pour certains captifs, bien que ce ne fût pas garanti. Ainsi, plusieurs chemins menaient à la liberté. Certains captifs étaient rachetés par leur famille, leur communauté religieuse ou leur souverain. Les ordres religieux chrétiens, tels que les trinitaires et les mercédaires, jouaient un rôle crucial dans la libération des captifs chrétiens en terre d'islam, organisant des levées de fonds pour négocier des rançons. D'autres captifs réussissaient à accumuler suffisamment d'argent pour racheter leur propre liberté, grâce à des travaux rémunérés ou des dons. Dans certains cas, un maître pouvait décider d'affranchir son esclave en récompense de ses services fidèles ou par piété religieuse, notamment lors des grandes fêtes religieuses comme la Pâque ou l'Aïd. L'affranchissement ne signifiait pas toujours la fin des difficultés. Un ancien captif affranchi pouvait avoir du mal à retrouver une place dans la société, surtout s'il avait passé de nombreuses années en captivité dans un pays étranger. Les affranchis étaient parfois marginalisés, sans moyens financiers ou sans famille pour les soutenir. Néanmoins, certains réussissaient à s'intégrer dans les sociétés où ils avaient été captifs, en utilisant les compétences acquises pendant leur esclavage. Ceux qui parvenaient à retourner dans leur patrie rapportaient souvent avec eux des récits détaillés de leur captivité qui enrichissaient les connaissances sur l'autre culture, mais qui nourrissaient aussi les peurs et les préjugés envers l'ennemi. Scipione et Tchikala, également connu sous son nom turc, Yusuf Sinan Pacha, est l'une des figures les plus fascinantes de la Méditerranée du XVIe siècle. Né dans une famille noble génoise, Scipione Tchikala est capturé lors d'une razzia et devint à la suite de cet événement un haut dignitaire de l'Empire ottoman. Son parcours illustre non seulement les dynamiques complexes de la Méditerranée, marquées par des conflits incessants entre chrétiens et musulmans, mais aussi la possibilité de mobilité sociale et politique au sein de l'Empire ottoman, même pour ceux qui en étaient initialement des captifs. Scipione Tchikala naît dans une famille aristocratique en 1544 à Messine, une ville sicilienne alors sous domination espagnole. Son père Vincenzo Tchikala était un noble génois et sa mère appartenait également à une famille noble espagnole. La famille Tchikala avait une position influente et Scipione semblait destiné
a une carrière prometteuse au sein de la noblesse européenne. Cependant, en 1561, alors qu'il naviguait en mer Méditerranée avec son père, leur navire fut attaqué par une flotte ottomane, dirigée par des corsaires. Scipione et son père furent capturés et emmenés comme prisonniers à Constantinople. Comme beaucoup de captifs, Scipione et Tchikale auraient pu rester esclaves et être vendus sur les marchés d'esclaves de l'Empire ottoman. Cependant, grâce à son jeune âge, son éducation et son potentiel, il fut sélectionné pour intégrer le système de Devshirme, une pratique ottomane consistant à recruter de jeunes garçons chrétiens, principalement des Balkans, qui étaient ensuite formés pour servir l'Empire. Ces jeunes étaient souvent convertis à l'islam et formés pour devenir des soldats d'élite, les fameux janissaires, ou des administrateurs au service du sultan. Scipione, en tant que jeune noble italien, bénéficia de cette opportunité et fut éduqué à la cour ottomane où il se convertit à l'islam et prit le nom de Yusuf Sinan. Grâce à son intelligence, sa formation et ses talents militaires, Tchikale a gravi rapidement les échelons du système ottoman. Il se distingue sur le champ de bataille et dans l'administration, gagnant la confiance des sultans successifs. Il se lia également à certaines des familles les plus influentes de l'Empire, en épousant une femme de la famille impériale, ce qui renforça encore davantage sa position. Ses talents militaires furent particulièrement reconnus lors des campagnes contre la Perse, où il se distingua comme un stratège avisé. De par ses réussites, il obtint le titre prestigieux de Pacha et fut nommé gouverneur de plusieurs provinces clés, notamment celle de Bosnie, puis de l'Aiglette d'Erzurum à la frontière persane. Tchikale ne se contenta pas de ses postes militaires et administratifs, il devint également un acteur influent de la cour impériale. En 1591, il fut nommé grand vizir, la plus haute position après celle du sultan. En tant que grand vizir, Tchikale joua un rôle important dans les affaires internes et externes de l'Empire. Il supervisa notamment plusieurs réformes administratives et fiscales pour renforcer le pouvoir central ottoman et améliorer les finances de l'Empire. Sur le plan militaire, il participa activement aux campagnes ottomanes en Europe et en Perse, cherchant à étendre et à consolider les frontières de l'Empire. Un des événements les plus marquants de la carrière de Tchikale fut sa participation à la bataille navale de Lépante en 1571, l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire, qui opposa la flotte ottomane à celle de la Sainte Ligue, une coalition chrétienne dirigée par l'Espagne et la République de Venise. Bien que la bataille se soit soldée par une défaite pour les Ottomans, la carrière de Tchikale ne fut pas affectée et il continua à gravir les échelons du pouvoir. Malgré son ascension impressionnante dans l'Empire ottoman, Scipione Tchikale ne rompit jamais complètement les liens avec ses racines européennes. Plusieurs sources historiques rapportent qu'il resta en contact avec des membres de sa famille en Italie et qu'il facilita la libération de certains captifs chrétiens grâce à son influence à la cour ottomane. Sa position lui permettait également de servir de médiateur entre les mondes chrétiens et musulmans, étant l'un des rares hauts dignitaires ottomans à connaître intimement les deux cultures. Cet aspect de sa vie souligne la complexité des identités dans la Méditerranée du XVIe siècle, où les distinctions entre chrétiens et musulmans, entre captifs et dignitaires, pouvaient être floues et perméables. Vers la fin de sa carrière, Tchikale perdit progressivement de l'influence à la cour, bien que son héritage restât intact. Il mourut en 1605, laissant derrière lui une carrière exceptionnelle qui témoigne des possibilités de mobilité sociale et politique au sein de l'Empire ottoman, en tout cas pour ceux qui savaient s'adapter aux circonstances. De captif génois à grand vizir de l'un des plus grands empires du monde, le parcours de Scipione et Tchikale illustre non seulement la complexité des relations entre l'Europe et le monde musulman au XVIe siècle, mais aussi la fluidité des identités et des loyautés dans cet espace méditerranéen souvent conflictuel. L'histoire de Davia, également connue sous le nom de Marthe Franceschini, selon certaines sources, est l'un des récits les plus fascinants et complexes, se déroulant à une époque où la piraterie, les razzias et les captures étaient monnaie courante. Née en Corse dans une famille chrétienne, elle connut plusieurs captivités avant de devenir, contre toute attente, une figure influente dans le monde musulman, notamment en tant que sultane. Ce parcours étonnant, qui mêle captivité, libération et réascension sociale, reflète les réalités d'un monde méditerranéen où les frontières entre chrétiens et musulmans étaient souvent floues, et où la fortune des individus pouvait basculer du jour au lendemain. Marthe Franceschini naît dans une famille modeste en Corse, bien que d'autres sources penchent pour une origine génoise. Ses parents, Jacques-Marie Franceschini et Silvia Monci, étaient des paysans corses d'origine modeste, vivant des ressources limitées de l'île. Comme beaucoup de Corses à l'époque, ils faisaient face à une menace constante de raids de pirates barbaresques, qui parcouraient les côtes méditerranéennes à la recherche de captifs à vendre sur les marchés d'esclaves de l'Empire ottoman et d'Afrique du Nord. Le premier tournant dramatique de la vie de Marthe survient alors qu'elle n'est qu'une enfant. Sa famille
est attaquée lors d'une razzia menée par des corsaires barbaresques qui ravagent leur village. Jacques-Marie et Silvia Franceschini sont capturés et emmenés à Tunis, l'un des centres névralgiques de la piraterie et du commerce des esclaves en Afrique du Nord. Marthe est également enlevée, embarquée avec ses parents pour un long et difficile voyage vers l'inconnu. Arrivés à Tunis, les Franceschini sont vendus comme esclaves et le Dey de Tunis, l'une des plus hautes autorités de la région, achète Jacques-Marie et Silvia. Grâce à sa force et à sa loyauté, Jacques-Marie gagne peu à peu la confiance du Dey, qui le nomme surveillant des esclaves dans sa cour. Ce poste lui permet non seulement d'acquérir une certaine influence, mais aussi de négocier la libération de sa famille. Après plusieurs années de servitude, Jacques-Marie parvient à obtenir leur liberté et la famille retourne en Corse, espérant recommencer une vie paisible. Cependant, leur répit est de courte durée. Alors qu'ils tentent de reconstruire leur vie sur l'île, la famille Franceschini subit une nouvelle attaque, cette fois de la part de pirates marocains. Capturée une seconde fois, Marthe, devenue adolescente, voit de nouveau son destin basculer dans la captivité. Cette nouvelle capture conduit la famille vers une autre destination en Afrique du Nord, mais c'est Marthe qui attire particulièrement l'attention en raison de sa beauté exceptionnelle. Elle est rapidement remarquée par des agents du sultan marocain qui la conduisent à la cour impériale. C'est là que son destin change de manière radicale. Séparée de ses parents, elle est intégrée au harem, un lieu réservé aux femmes où résidaient les concubines et les épouses du sultan. Dans le cadre de cette nouvelle vie, Marthe est convertie à l'islam et rebaptisée sous un nom musulman, ce qui était une pratique courante pour les captifs. Elle reçoit une éducation, apprend les coutumes de la cour et se distingue rapidement par son esprit vif et sa capacité d'adaptation. Sa beauté et son intelligence ne tardent pas à attirer l'attention du sultan, qui fait d'elle l'une de ses concubines favorites. Le harem, bien que souvent perçu comme un lieu de recluse et d'asservie, était aussi un centre de pouvoir où certaines femmes parvenaient à exercer une influence considérable sur la politique de l'Empire. En devenant l'une des favorites du sultan, Marthe, ou Davia, qui signifie la lumineuse, gagne en pouvoir et en prestige. Elle participe à la vie de la cour et joue un rôle dans les affaires internes du royaume. Le moment décisif dans la vie de Davia survient lorsqu'elle donne naissance à un fils, l'un des héritiers potentiels du trône. En tant que mère d'un prince, elle devient une figure centrale du harem et obtient une influence politique croissante. Son rôle de sultane mère renforce sa position et elle est désormais en mesure de jouer un rôle dans les intrigues et les alliances au sein de la cour marocaine. Tout au long de sa vie, Davia reste marquée par ses origines chrétiennes et corses. Malgré sa conversion à l'islam, elle garde en mémoire son passé et sa culture d'origine. Il est possible qu'elle ait tenté de rester en contact avec des membres de sa famille ou avec des figures influentes en Europe, bien que les détails de cette partie de sa vie restent flous. Son ascension témoigne non seulement de sa capacité à s'adapter à des circonstances extrêmes, mais aussi de la complexité des dynamiques politiques et sociales en Méditerranée à cette époque. Les razzias, ces attaques menées pour capturer des personnes ou des biens, ont joué un rôle déterminant dans les relations entre les chrétiens et les musulmans, surtout pendant la période médiévale et l'époque moderne. Ces expéditions, souvent motivées par des considérations économiques, militaires et religieuses, ont non seulement exacerbé les tensions entre les deux communautés, mais aussi structuré les interactions sur le long terme. Les effets des razzias sur les relations chrétiennes-musulmanes ont été multiples, allant de la méfiance et de l'hostilité croissante à des dynamiques de coexistence et d'échanges inattendus. D'abord, il faut comprendre que les razzias ont contribué à renforcer les clivages religieux et culturels entre chrétiens et musulmans. Dans une grande partie de la Méditerranée, particulièrement en Espagne, en Afrique du Nord et dans les Balkans, les deux civilisations étaient en contact direct et parfois en confrontation. Les razzias étaient menés de part et d'autre de la frontière religieuse, avec les pirates barbaresques et les corsaires ottomans menant des raids contre les côtes européennes chrétiennes, tandis que les chevaliers chrétiens, notamment ceux de Malte, menaient des attaques similaires contre les populations musulmanes. Ces raids alimentaient l'idée d'une guerre sainte perpétuelle entre les deux civilisations, renforçant la perception que l'autre camp était un ennemi irréconciliable. Ces attaques régulières entraînaient des cycles de vengeance et de représailles qui ont exacerbé l'hostilité. Chaque attaque était une justification pour la suivante, créant un climat de violence quasi permanent. Les populations des régions côtières de la Méditerranée, tant chrétiennes que musulmanes, vivaient sous la menace constante des razzias, généralement un sentiment d'insécurité qui ne faisait qu'aggraver les tensions religieuses et politiques. Les chrétiens percevaient les musulmans comme des envahisseurs barbares, tandis que les musulmans voyaient les Européens comme des croisés agressifs. Cette polarisation idéologique servait souvent les ambitions politiques des souverains des deux côtés, qui utilisaient la religion pour légitimer leur attaque et consolider leur pouvoir. Outre l'impact immédiat des razzias sur les relations interreligieuses,
les captifs eux-mêmes jouaient un rôle important dans la dynamique sociale et culturelle entre les chrétiens et les musulmans. Les captifs chrétiens enlevés lors des razzias musulmanes étaient souvent réduits en esclavage, emmenés en Afrique du Nord, dans l'Empire ottoman ou dans d'autres territoires musulmans. De même, les musulmans capturés par les chevaliers chrétiens étaient souvent envoyés dans les territoires européens pour être vendus comme esclaves ou employés dans des travaux forcés. Le commerce des esclaves résultant des razzias fut ainsi un facteur clé dans l'économie méditerranéenne pendant plusieurs siècles, créant une interdépendance économique paradoxale entre les deux civilisations. Cependant, le statut de captif n'était pas toujours synonyme de souffrance et de déshumanisation totale. Certains captifs, surtout ceux qui possédaient des compétences particulières ou des talents, pouvaient gravir les échelons sociaux dans leur nouvelle société. Cela a conduit à des histoires étonnantes de personnes ayant traversé la frontière religieuse et culturelle. Par exemple, des captifs chrétiens, comme le célèbre Scipione Chikal, ont fini par occuper des postes élevés dans l'Empire ottoman. De la même manière, des captifs musulmans en Europe ont parfois été intégrés dans la société chrétienne, contribuant à la diffusion de connaissances, d'idées et de technologies entre les deux mondes. En revanche, en dépit de la violence et de l'exploitation, les razzias ont paradoxalement favorisé des échanges culturels inattendus. Les captifs en particulier, ceux qui passaient de longues années dans les territoires ennemis, absorbaient souvent des éléments de la culture de leurs ravisseurs, les apportaient ensuite ces influences dans leur pays d'origine, participant à une forme de syncrétisme culturel. Par exemple, des styles architecturaux, des techniques agricoles ou des connaissances médicales ont été échangés à travers la Méditerranée grâce à ces flux humains forcés. De plus, les négociations autour du rachat des captifs ont parfois conduit à des échanges diplomatiques entre princes chrétiens et musulmans, facilitant des périodes temporaires de coexistence pacifique. En revanche, le poids psychologique et spirituel des razzias sur les sociétés chrétiennes et musulmanes a renforcé les visions du monde exclusives et les attitudes xénophobes. Dans l'Europe chrétienne, les razzias ont contribué à une diabolisation de l'islam et à la propagation de mythes négatifs sur les musulmans, souvent vus comme des païens impitoyables. Cela a également favorisé la montée de mouvements religieux radicaux qui prônaient la reconquête des terres chrétiennes et la lutte contre l'influence musulmane. Dans les terres musulmanes, la capture de chrétiens servait également de propagande, présentant les razzias comme un devoir religieux et justifiant l'expansion militaire. Quoi qu'il en soit, si les razzias ont indéniablement contribué à la violence et à la polarisation entre chrétiens et musulmans, elles ont également, de manière inattendue, participé à l'interconnexion des deux mondes, marquant ainsi l'histoire de la Méditerranée pour des siècles. La fin des razzias méditerranéennes, qui avait marqué plusieurs siècles d'histoire entre les rives chrétiennes et musulmanes de la Méditerranée, ne s'est pas produite du jour au lendemain, mais a résulté de transformations économiques, politiques et militaires qui ont progressivement modifié l'équilibre des forces dans la région. Pendant des siècles, les razzias, menées principalement par les corsaires barbaresques et les pirates européens, avaient fait régner un climat de terreur sur les côtes de l'Europe du Sud et de l'Afrique du Nord. Toutefois, à partir du XVIIe siècle, une série d'événements et de développements ont conduit à l'érosion de cette pratique jusqu'à sa quasi-disparition au XIXe siècle. L'un des facteurs principaux ayant conduit à la fin des razzias méditerranéennes fut l'évolution des rapports de force entre les puissances européennes et les États barbaresques d'Afrique du Nord, qui étaient historiquement à l'origine de nombreux raids contre les côtes européennes. Au XVIe et XVIIe siècle, les corsaires basés à Alger, Tunis et Tripoli, sous la protection de l'Empire ottoman, menaient régulièrement des attaques contre les navires et les villages européens, capturant des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants pour les réduire en esclavage. Ces actes s'inscrivaient dans une guerre économique autant que religieuse, et les captifs étaient souvent échangés contre des rançons, vendus sur les marchés d'esclaves ou exploités comme travailleurs forcés. Cependant, dès le XVIIIe siècle, les puissances européennes, en pleine montée de leur influence maritime, commencèrent à réagir de manière plus agressive face à ces raids. La France, l'Angleterre, l'Espagne et d'autres nations renforcèrent leurs marines et organisèrent des expéditions punitives contre les bastions corsaires en Afrique du Nord. L'un des moments clés fut l'expédition de l'amiral anglais Edward Pellew en 1816, qui mena un bombardement massif sur Alger, forçant la ville à accepter de libérer des milliers d'esclaves européens. Cette démonstration de force n'était pas isolée. D'autres puissances maritimes occidentales, telles que les États-Unis, lors de la guerre de Tripoli, au début du XIXe siècle, entreprirent également des campagnes militaires contre les États barbaresques pour mettre fin à la piraterie. Le déclin de l'Empire ottoman, qui perdait progressivement son contrôle sur les provinces d'Afrique du Nord, affaiblit également les capacités des corsaires. Au fur et à mesure que l'Empire ottoman perdait de son influence, les États barbaresques
ne pouvaient plus compter sur son soutien militaire et logistique. Leurs forces navales, qui dépendaient largement de la technologie militaire ottomane et des alliances avec Constantinople, devinrent de plus en plus obsolètes face aux marines modernes et bien équipées des puissances européennes. Parallèlement à cela, les échanges économiques du XVIIIe et XIXe siècle jouèrent un rôle décisif, le commerce international devenant de plus en plus structuré et sécurisé, notamment avec l'essor des empires coloniaux européens. Les razzias perdirent ainsi leur rentabilité. Les échanges commerciaux se formalisaient davantage sous le contrôle direct des grandes puissances et la piraterie, autrefois tolérée et même encouragée par certains gouvernements, fut de plus en plus perçue comme un obstacle au commerce maritime global. En effet, les grandes puissances cherchaient à sécuriser les routes maritimes pour favoriser le développement économique, rendant les razzias non seulement obsolètes, mais aussi nuisibles à leurs propres intérêts. L'autre facteur essentiel qui scella la fin des razzias fut la colonisation directe de l'Afrique du Nord par les puissances européennes. La conquête de l'Algérie par la France en 1830 fut un événement majeur qui marqua la fin du pouvoir des États barbaresques dans la région. L'occupation française mit fin aux activités corsaires à Alger, qui avait été l'un des principaux foyers de la piraterie et des razzias en Méditerranée pendant des siècles. La prise de contrôle de Tunis en 1881 par la France, suivie de l'établissement d'un protectorat et la colonisation de la Libye par l'Italie en 1911, consolidèrent la fin des razzias dans cette partie du monde. Sur le plan juridique et diplomatique, le XIXe siècle vit aussi une série d'accords internationaux et de traités destinés à mettre fin à la traite des esclaves et à la piraterie. Le Congrès de Vienne en 1815, qui suivit la défaite de Napoléon, inclut des dispositions visant à abolir la traite des esclaves en Europe, y compris le commerce d'esclaves résultant des razzias. Les pressions diplomatiques des puissances européennes, combinées à la surveillance de leurs marines, contribuèrent à rendre de plus en plus difficile pour les corsaires de continuer leurs raids avec impunité. Enfin, il convient de noter que la fin des razzias ne signifiait pas seulement la cessation des attaques violentes, mais aussi la disparition progressive de l'esclavage en Méditerranée. La libération des captifs chrétiens fut accélérée par la pression européenne, et les captifs musulmans, à leur tour, furent souvent libérés ou rachetés au fur et à mesure que les relations diplomatiques se normalisaient. Les razzias, autrefois outils de terreur et de domination économique, devinrent progressivement une pratique du passé, remplacée par des échanges commerciaux et diplomatiques plus formels. Elles ouvrirent aussi la voie à de nouvelles formes de domination, notamment coloniales, sur les terres autrefois indépendantes des États barbaresques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a fait réfléchir. Si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser en dessous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Également, si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. Je vous dis à bientôt ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.